Bon Julien, j'espère que t'es chaud parce qu'aujourd'hui c'est l'enregistrement de la dernière émission de l'année. On a fait un studio assez sympa, je crois que ça va te plaire, viens voir. 2021, les socialistes agissent, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Opinion, bienvenue dans Studio PS. Alors vous l'avez entendu, 2021, les socialistes agissent. À cette occasion, on aura le plaisir d'accueillir 4 invités. On aura d'abord nos 3 ministres fédéraux, Karine Lallieu, Pierre-Yves Dermagne et Ludivine Donder. Et ensuite, on accueillera Thomas Dermy, notre secrétaire d'État à la relance. Ensemble, on va évoquer tout ce qui s'est passé en 2021 et puis tout ce que nous réserve 2022. D'ailleurs, Karine Lallieu vient d'arriver et je vous propose de l'accueillir tout de suite. Bonjour Karine Lallieu. Bonjour. Vous êtes ministre des Pensions et de l'Intégration sociale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En 2021, j'imagine que comme tous les ministres, vous avez été particulièrement sollicité pour les jeunes, les moins jeunes. On pense notamment au plan Zoom ou au fonds Covid. Est-ce que ces aides, elles ont vraiment aidé des personnes? Il était important en période de crise où beaucoup de personnes ont souffert, où il y a eu des nouvelles victimes. Je pense aux chômeurs temporaires, aux indépendants qui ont dû fermer leur secteur, eh bien d'être à côté d'eux. Et pour être à côté d'eux, il fallait débloquer de l'argent pour pouvoir les soutenir, et donc ces personnes pouvaient aller au CPS, les étudiants aussi, les jeunes aussi qui n'avaient pas de job étudiant, pour les aider à payer leurs factures d'énergie, leurs factures de loyer, pour aider par exemple les factures de santé ou alors un soutien psychologique. Donc il était important d'être aux côtés de chaque citoyen dans cette période de crise. Alors le CPS, on le rappelle, il ne faut pas avoir peur de franchir la porte. Non, les CPS sont là pour soutenir tout le monde et pour éviter justement que les gens s'enfoncent, c'est-à-dire pour éviter qu'ils aillent vers le surendettement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à aller au CPS de votre commune. Ils sont là pour vous aider et ils ont surtout les moyens de vous aider. Alors quand on dit Karine Lallieu, on pense évidemment aux pensions. Vous avez annoncé cette année l'augmentation des pensions à 1 500 €. Ça y est, c'est réglé, on n'y touche plus? On n'y touche plus et ce sera une réalité pour chaque citoyen. La pension minimum sera à 1 500 € net par mois, grâce effectivement au fait que lors des négociations, Paul Magnette, il a obtenu 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour mettre dans les pensions et aussi aux enveloppes bien-être et aux indexations. Il était important que nos seniors puissent vivre dignement leurs pensions et leurs vieux jours. Alors on parle de 2021, on va revenir début 2021, le 1er janvier. Vous annoncez la fin du prix de l'amour. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'était et pourquoi ça sonne la fin d'une discrimination pour les personnes porteuses de handicap? Alors la fin du prix de l'amour, c'est une très ancienne revendication de tout le secteur et des personnes porteuses de handicap. Ça voulait dire quoi? Eh bien, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous êtes marié avec quelqu'un, vous vivez avec cette personne. Eh bien, en fonction de cet revenu, l'allocation d'intégration, donc l'allocation que vous touchez parce que vous êtes une personne handicapée et parce que, par exemple, vous devez adapter votre salle de bain, avoir un transport adapté ou autre chose, eh bien, diminuer parce que vous étiez en couple. C'est totalement inacceptable. Votre handicap ne disparaît pas parce que vous vivez avec quelqu'un et donc, eh bien, on a supprimé le prix de l'amour, c'est-à-dire que l'allocation d'intégration pour la personne en situation de handicap restera pleine et entière, quel que soit le choix de vie. Et vous avez également travaillé sur le prix du travail. Oui, là aussi, lorsque vous travaillez, et on sait que les personnes en situation de handicap ont des difficultés de trouver un travail, eh bien, il y avait aussi une limitation de l'allocation d'intégration. Là aussi, on a augmenté de manière considérable le plafond exonéré. Et donc là aussi, c'est un soutien à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je veux qu'on arrive à une société inclusive et non à cette société qui rejette aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Bon, on a parlé des acquis de 2021. 2022, vous allez travailler sur la réforme des pensions. Ce sera votre gros chantier? Évidemment, ce sera un des gros chantiers et vous savez que la manière dont j'ai pensé cette réforme, c'est réparer des injustices sociales, notamment pour les personnes qui travaillent plus tôt, qui vont travailler plus tôt et qui pourront du coup partir plus tôt après 42 ans. Mais c'est aussi de la justice pour les femmes. C'est l'égalité homme-femme qui est au cœur de la réforme des pensions. C'est évidemment important. Mais à côté des pensions, je travaille aussi à un plan de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Nous devons effectivement essayer de diminuer considérablement la pauvreté en Belgique, mais aussi penser à ces travailleurs pauvres aujourd'hui, pensez à cette classe moyenne inférieure qui souffre énormément. Et donc ce plan, c'est aussi pour eux
Comment soutenir nos travailleurs qui ont des salaires minimums, qui travaillent à temps partiel ou cette classe moyenne qui aujourd'hui a difficile de joindre les deux bouts? C'est ça que nous allons y travailler, disons, pour le mois de janvier. Merci beaucoup Karine Lalue, on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour 2022. Merci et le meilleur à tout le monde. Vous l'avez entendu, Karine Lalue met tout en place pour soutenir l'humain. Notre prochain invité, Pierre-Yves Derman, lui, met en place des mesures pour soutenir les finances et l'économie en Belgique. On l'accueille tout de suite. Bonjour Pierre-Yves Derman. Bonjour. Alors bienvenue en plateau, on est ravis de vous accueillir. On le rappelle, vous êtes ministre de l'Emploi et de l'Économie, deux secteurs qui évidemment en 2021 ont été très touchés par la crise. On espérait en 2021 que cette crise elle soit derrière nous. Non, le Covid est toujours là. Oui, malheureusement. On espérait effectivement que le Covid soit derrière nous, que ce soit une mauvaise histoire. Mais malheureusement, c'est toujours une réalité. Et donc, on doit continuer à être prudent, à prendre des mesures pour éviter la propagation du virus, tenir compte aussi de l'arrivée de nouveaux variants et faire en sorte aussi d'aider les travailleurs, les travailleuses et les secteurs qui sont impactés économiquement par cette crise sanitaire. Alors, donc 2021, une crise Covid, vous avez dû mettre en place un chômage temporaire. Rappelez-nous le rôle et qui concerne-t-il ? C'est vraiment un mécanisme qui permet d'amortir le choc économique pour les travailleurs, les travailleuses et les entreprises qui sont impactées par la crise du coronavirus, avec la volonté vraiment de garantir un maximum le revenu des travailleurs, des travailleuses, faire en sorte que l'on évite des licenciements et des pertes d'emploi. Et on voit que jusqu'à présent, ce chômage temporaire Corona a permis vraiment de jouer son rôle d'amortisseur en termes de crise économique. Alors, il n'y a pas eu que le Covid. En 2021, vous avez un accord sur le salaire minimum. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une victoire? C'est une véritable victoire historique. C'est un combat de toujours du Parti socialiste, de faire en sorte que les hommes et les femmes qui se lèvent le matin pour aller travailler soient correctement rémunérés, touchent un salaire décent. Quand je dis historique, c'est véritablement historique puisque depuis 2008, le salaire minimum n'avait plus augmenté dans notre pays. Et donc, on va, avec une trajectoire, à partir de 2022, faire en sorte que ce salaire minimum augmente et continue à augmenter. On a aussi obtenu une victoire historique au niveau européen avec une proposition de directive de la Commission européenne soutenue par la Belgique, soutenue par le Parti socialiste pour faire en sorte qu'au niveau européen aussi, il y ait un salaire minimum et que ce salaire minimum évolue le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui en Belgique, il y a 70 000 travailleurs qui travaillent pour moins de 10 € de l'heure pour 2022. Ça, ce n'est plus acceptable. Non, c'est totalement inacceptable et on doit continuer à porter le combat pour des rémunérations justes, des rémunérations décentes qui permettent à celles et ceux qui travaillent de vivre de leur travail. On sait en Belgique, et la crise l'a encore montré, il n'y a pas de problème de richesse. La richesse, elle est là, mais elle est très mal répartie. Et donc, nous continuerons à nous battre pour que cette richesse soit plus justement, plus correctement répartie au sein de la population. Alors Pierre-Yves, que nous réserve 2022? Quels seront vos gros chantiers? On espère peut-être un peu moins de Covid quand même. Alors ça, c'est effectivement le premier espoir. C'est moins de Covid et plus rapidement un retour à la normale. Mais on sait que le Covid sera encore là en cette année 2022. Et donc, on doit en tenir compte. On doit continuer à soutenir les travailleurs, les travailleuses, les entreprises qui sont impactées par la crise du coronavirus. Mais on doit aussi pouvoir porter d'autres projets. Et c'est vraiment ma volonté dans deux secteurs en particulier. D'abord, au niveau des travailleurs et des travailleuses du secteur culturel, avec un nouveau statut d'artistes, faire en sorte que celles et ceux qui s'investissent dans ce beau domaine, dans ce beau secteur de la culture, soient mieux rémunérés, soient mieux protégés et que l'on tienne compte des réalités de leur métier, de leur vie quotidienne. Deuxième chantier qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'améliorer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de l'économie de plateforme. Celles et ceux qui travaillent pour Uber, pour Deliveroo et pour d'autres multinationales du secteur, nous devons pouvoir leur garantir des droits sociaux, une protection sociale, une juste rémunération. Et donc ce combat, je le mènerai à la fois au niveau du gouvernement fédéral, mais aussi au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a une proposition qui est sur la table, qui est en discussion pour vraiment garantir à ces travailleurs, à ces travailleuses de l'économie de plateforme, des conditions de rémunération et des conditions de travail justes et décentes. Évidemment, on retrouve toutes vos actualités sur votre page Facebook et vos réseaux sociaux. Merci beaucoup Pierre-Yves d'être venu nous rencontrer en studio et on vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Merci beaucoup. Meilleurs vœux également pour 2022 à tout le monde. Vous l'avez entendu, les socialistes agissent aussi bien dans l'économique que dans le social, mais pas seulement. La prochaine invitée va d'ailleurs nous montrer qu'elle fait souffler un vent de renouveau au sein de la défense. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ludivine de Dander.
Bonjour Ludivine de Donder. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir ici dans notre beau studio. Alors, vous êtes ministre de la Défense et pour la première fois depuis plus de 20 ans, les militaires gagneront davantage en 2022, une revalorisation qui était nécessaire à la Défense? Oui, c'était nécessaire, mais depuis que je suis arrivée, je travaille à la reconstruction de ce département. Et reconstruire, c'est d'abord travailler sur le moteur de l'organisation, qui est le personnel. Attirer davantage de personnel. Nous allons recruter sur 4 ans 10 000 militaires, 2 500 par an, plusieurs milliers de civils, des contrats également premier emploi. Et puis, il faut évidemment pouvoir retenir ce personnel. Donc, il faut que la défense soit attractive. Et ça faisait, comme vous l'avez dit, plus de 20 ans que le personnel militaire n'avait pas été revalorisé. Donc, j'en ai fait une priorité. Désormais, à partir de 2022, les militaires bénéficieront d'une hausse salariale ainsi que d'une allocation. Ludivine, quels sont les profils que vous recherchez à la Défense? Alors, les profils sont vraiment divers. Il y a plusieurs centaines de métiers différents à la Défense. On ne le sait pas suffisamment. Aujourd'hui, le plus facile, c'est d'aller voir sur le site 1000.be parce que toutes les offres d'emploi s'y retrouvent. On recherche à la fois des personnes diplômées, mais aussi des personnes qui ne le sont pas et que nous allons former parce que c'est aussi le rôle de la Défense que d'avoir cette éducation, cette formation, de jouer ce rôle d'ascenseur social. Alors, je voudrais revenir sur un événement qui a eu lieu cet été, le lundi 16 août 2021. Le gouvernement autorise l'évacuation par voie aérienne des ayants droit de l'aéroport de Kaboul. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette opération ? Alors effectivement, quand il y a eu la chute du régime, il fallait intervenir rapidement pour sauver ces personnes qui étaient là-bas. Il y avait évidemment des collaborateurs de la défense belge, mais également des Belges, des ayants droit, des personnes ayant travaillé pour des organismes internationaux. La défense directement a proposé des moyens, c'est-à-dire des moyens aériens, mais des moyens humains aussi pour pouvoir les évacuer. Et donc, nous avons déployé sur Islamabad, au Pakistan, toute une série de militaires. Au total, près de 300 militaires ont été déployés et nos avions allaient rechercher les personnes donc, sur Kaboul et les ramener au Pakistan pour pouvoir ensuite les évacuer vers la Belgique. Cela en très peu de temps. On a pu ramener en Belgique à peu près 1500 personnes et donc vraiment grâce aux efforts des militaires sur place qui ont collaboré de façon étroite avec le département des affaires étrangères et ça s'est très bien passé au point de vue de l'évacuation. Je ne dirais évidemment pas la même chose pour la situation en Afghanistan, mais au niveau de l'opération d'évacuation, de l'opération Red Kite, elle a été un succès. Alors une autre opération, on parle maintenant du coronavirus. Vous avez dû, avec la Défense, aider la Belgique à affronter cette crise. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ennemi microscopique ? Alors là aussi, donc, dès que je suis arrivée à la tête de ce département, j'ai demandé à la Défense ce que l'on pouvait faire pour lutter contre ce virus. Et c'est ainsi que nous avons immédiatement déployé des militaires dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, dans des centres pour personnes handicapées, pour venir en aide au personnel soignant, mais aussi d'un point de vue logistique. Ensuite, nous avons continué notre aide dans le cadre de la campagne de vaccination et aujourd'hui encore, la Défense est active et solidaire pour combattre ce virus. Vous justement qui cherchez des personnes à engager, vous pensez que rendre la Défense plus visible par ses actions peut peut-être amener des gens à venir s'engager chez vous ? Alors c'est vrai que l'aide à la nation, c'est quelque chose d'important, en tout cas pour faire aussi connaître davantage la défense. Et j'ai une belle anecdote en fait, parce que j'avais des militaires qui étaient déployés dans des centres de vaccination et qui ont suscité des vocations. Suite à cela, des grands-parents qui étaient allés se faire vacciner ont dit à leurs petits-enfants que la défense recrutait. Et donc nous avons eu des candidats à ce moment-là. C'est un exemple de ce que peut faire la défense dans l'aide à la nation, bien évidemment, à côté de ses missions de base. Alors il y a aussi eu cet été les inondations. Là encore, la Défense a su bien se mobiliser. Oui, évidemment. Donc dès qu'il y a une situation de crise, nous intervenons en deuxième ligne. Quand les
services classiques sont dépassés ou n'ont pas les moyens suffisants. Dans le cadre des inondations, nous sommes intervenus de différentes manières et encore dernièrement, nous étions présents dans la région liégeoise pour installer un pont intermédiaire. Mais nous avons évidemment également donné de l'appui au niveau de la préparation des repas, au niveau de l'évacuation des déchets, rechercher des carcasses dans les cours d'eau. Donc ça fait aussi partie de cette aide à la nation, je trouve primordial que la défense puisse offrir. Alors 2021, c'est aussi malheureusement l'affaire Jürgen Koning. Alors un homme avec des idées d'extrême droite comme ça, c'est incompatible avec les valeurs de la défense. Évidemment, c'est incompatible et depuis le début, je dis qu'il n'y a pas de place pour les extrémistes, pour les racistes, pour les sexistes au sein de la défense et d'une manière générale au sein de notre société d'ailleurs. Malheureusement, on assiste à cette banalisation de l'extrémisme au sein de la société et la défense, c'est le reflet de la société. Mais je voudrais quand même dire qu'on a beaucoup parlé de cette affaire et c'est tout à fait normal, mais cette personne-là ne reflète pas l'ensemble des femmes et des hommes qui compose la défense. Nous avons pour la plupart des gens extraordinaires. Vous avez parlé tout à l'heure de cette aide à la nation qui était offerte pendant la crise Covid, pendant les inondations et donc nous avons vraiment des personnes exemplaires. Cela dit en passant, il y a des personnes comme celle dont vous avez cité le nom, qui n'avaient pas leur place à la défense. Et donc aujourd'hui, nous mettons vraiment en place toute une série d'actions, que ce soit un plan d'action pour le service de renseignement, que ce soit une charte des normes et valeurs, une adaptation du règlement disciplinaire pour qu'il n'y ait plus de Jürgen Konings ou d'autres personnages de ce genre au sein de la défense. Ludivine, pour 2022, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à la défense? Quels sont vos grands projets, vos grands travaux pour 2022? Eh bien, je continue à reconstruire cette défense. Vous avez parlé tout à l'heure du personnel. On travaille aussi au bien-être au travail, à l'amélioration des infrastructures avec un budget important pour la rénovation des bâtiments, rénovation énergétique aussi des bâtiments puisque nous nous sommes fixés comme objectif une neutralité carbone au niveau de nos infrastructures en 2040. Et puis, il y a l'actualisation de la vision stratégique, c'est-à-dire les investissements que la défense va programmer à l'horizon 2030. Il y a du pain sur la planche, mais c'est pour ça que je suis là. Bon, on vous souhaite tout le meilleur pour 2022 et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, Ludivine. Merci. Voilà, vous venez de les entendre, nos 3 ministres fédéraux. Alors en 2021, on a énormément parlé du plan de relance. Derrière celui-ci, un nom, Thomas Dermine et son équipe. Il va tout de suite nous en parler. Bonjour Thomas Dermine. Bonjour Jean-Robert. Bon, on est très déçus que vous n'ayez pas mis votre pull de Noël. Apparemment, l'information n'était pas passée, mais on est très content de vous accueillir ici en plateau. Je l'avais vendredi, hein. J'ai même mon équipe qui m'avait pris le plus beau pull de Noël que j'ai jamais vu, donc vraiment désolé de vous décevoir Jean-Robert. Vous êtes très bien en chemise, vous inquiétez pas. On le rappelle, vous êtes secrétaire d'État à la relance et justement en 2020, la Belgique a pour la première fois consacré 3,5% de son PIB à la recherche et développement. Ça place notre pays comme leader européen. Vous vous en réjouissez? Évidemment, parce que la recherche scientifique, c'est important parce que c'est les conditions de la prospérité future, parce que si on investit aujourd'hui dans la recherche, ça fera des entreprises demain et des emplois après-demain. Et l'Europe a pris un engagement d'avoir minimum 3% de son PIB qui est investi dans la recherche. Aujourd'hui, il y a très peu d'États européens qui y arrivent. Et la Belgique y arrive. En 2020, il y a 3,5% du PIB qui ont été investis dans la recherche. Et on peut vraiment être fier, cocorico pour la Belgique, parce que la Belgique est première ex aequo avec la Suède dans la liste des pays qui investissent le plus dans la recherche. Et donc, en Belgique, on n'a peut-être pas de ressources, mais on a des cerveaux. Et il faut continuer à investir dans la recherche scientifique pour préparer demain. Et notamment, la recherche scientifique, c'est pour un monde plus vert, ça concerne un petit peu aussi l'écosocialisme. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde à quoi est consacrée la recherche en Belgique, on investit énormément dans des recherches sur la santé, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, sur des nouveaux médicaments, sur des nouvelles thérapies. On investit beaucoup aussi pour préparer la transition vers une économie plus basse en carbone. Et d'ailleurs, en ce sens, une des grandes initiatives que je vais porter en 2022, ce sera la création à Bruxelles d'un centre climat, c'est-à-dire le plus grand centre de recherche dédié au climat au niveau européen. Alors en 2021, vous avez évidemment été très occupé par le plan de relance. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi consistait ce plan
quels étaient les investissements qui vont être faits? Oui, tout à fait. Mais donc, à travers les grands plans de relance qui ont été décidés au niveau européen, il y a deux objectifs. Un premier objectif, c'est de relancer l'économie dans l'après-Covid. On sait que les économies, les petites, les grandes entreprises ont été vraiment impactées très fort par le Covid. Et donc, à travers des programmes d'investissement, on relance. Ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est qu'on ne relance pas pour faire n'importe quoi. On relance pour construire un monde demain, une société qui est plus verte, qui est plus inclusive, qui est plus solidaire. Et donc, on investit énormément dans des projets très concrets, 85 projets aux quatre coins du territoire belge. Ça va du renforcement de certaines routes ferroviaires, à l'isolation d'écoles, à la création de nouvelles places d'accueil pour les enfants. Et donc, il y a 85 projets très très concrets qui doivent être réalisés à très court terme, puisque maintenant, en 2022, 2023, 2024, il va y avoir énormément d'argent qui vont être investis pour augmenter la qualité de nos infrastructures en Belgique. Cette enveloppe, on peut vraiment dire que c'est un booster pour l'économie et pour les infrastructures belges, pardon? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de effectivement créer de l'emploi à court terme en essayant, et c'est vraiment un combat qu'on essaie de mener, que ça profite au maximum à des travailleurs et à des entreprises belges, qu'on évite d'avoir des travailleurs détachés ou des entreprises multinationales qui se saisissent l'essentiel des contrats. Et c'est aussi comme objectif d'accélérer la transition vers une économie bas carbone, parce qu'on sait que cette transition, c'est une question d'infrastructure. Si on est capable de réussir cette transition, c'est seulement si on est capable de augmenter la qualité de nos bâtiments, publics ou privés, construire l'infrastructure qui permettra une mobilité partagée, construire les nouveaux réseaux énergétiques qui permettront de résoudre la transition. Et donc, à travers cette action du plan de relance, en fait, on agit très concrètement, de façon très pragmatique pour le climat. Au-delà des discours, en fait, le climat, c'est une question d'infrastructure et on s'y engage résolument. Alors, autre sujet, fin novembre, vous avez annoncé votre volonté de restituer à la République démocratique du Congo tous les objets volés ou mal acquis. Expliquez-nous. En fait, en Belgique, de par notre histoire coloniale avec la République démocratique du Congo, on a des collections d'objets d'art qui sont parmi les plus importantes en Europe et qui sont pour l'essentiel au musée de l'Afrique à Tervuren. On sait qu'il y a une série d'objets qui ont été spoliés, c'est-à-dire acquis dans le cadre de vols ou de massacres par finalement des colons belges. Et donc, nous, il nous a semblé qu'il était temps de pouvoir regarder notre passé en face et de dire, tiens, mais ce qui a été volé, ce qui a été spolié, ça ne nous appartient pas. On n'a pas le droit d'avoir dans nos collections, dans nos musées, des choses qui ont été acquises par la violence dans le cadre de massacres. Et donc, on a effectivement pris une approche qui est véritablement pionnière au sein du gouvernement et on commence à travailler avec le Congo pour organiser, dans des conditions évidemment qui doivent être très précises pour valoriser les objets au Congo, le retour potentiel de certains objets. C'est une demande très forte du peuple congolais pour finalement retrouver un lien avec son patrimoine culturel qui, pour l'essentiel, est détenu en Europe. Alors, que nous réserve 2022 ? Quels seront vos chantiers ? Vous en avez déjà évoqué un, je suppose qu'il y en aura plusieurs. Donc il y a effectivement un gros travail qui va être effectué sur le plan de relance parce que on a réussi un peu le tour de force d'écrire ce plan de relance et on était parmi les meilleurs élèves européens. Donc on a réussi en un temps record à mettre tous les gouvernements d'accord pour écrire ce plan de relance qui est un des plus ambitieux en Europe. Maintenant il y a 85 projets qu'il faut pouvoir exécuter. Et on sait que notamment avec les questions d'équilibre sur le marché de la construction, etc., c'est pas simple. Donc on va vraiment devoir suivre à la culotte tous les porteurs de projets. Et en matière de politique scientifique, on va continuer à porter des projets hyper ambitieux pour l'avenir. J'ai parlé de ce plus grand centre de recherche sur le climat ici. On va continuer à travailler sur la reconstitution. On va travailler sur des mises à jour de nos grands musées, parce que l'accès à la culture, c'est aussi un enjeu important qu'on peut aborder via le fédéral. Thomas, dernière question, vous étiez notre dernier invité, donc c'est bientôt la fin de cette émission. Il y a quelques mois, on s'était vu pour un live Twitch sur l'espace. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que vous avez trouvé le ou la candidate idéale que vous allez envoyer dans l'espace ? Eh bien, on a près de 50 candidats belges qui ont passé le premier tour et la Belgique est toujours parmi les plus grands pays en termes de nombre de candidats. Et donc 2022, on va aussi suivre très très activement la sélection des astronautes parce qu'on espère toujours, et à ce stade-ci, nos espoirs ne sont pas encore déçus, qu'on puisse avoir une ou un astronaute belge dans l'espace très bientôt. Eh bien, merci beaucoup Thomas Dermine pour vos réponses et on se retrouve, comme on le dit, l'année prochaine. À bientôt, au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez entendu, en 2021, les socialistes agissent. En 2022, le combat
continue. Au nom de toute l'équipe du Parti Socialiste et de la com, on voulait vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve bien évidemment en 2022. N'oubliez pas que toutes nos émissions 2021 sont à voir ou à revoir sur la page YouTube du Parti Socialiste. Comme je l'ai dit, on se retrouve en 2022. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.